Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de l'actu. Les travaux viennent de reprendre à l'Assemblée nationale et déjà, Macron et Borne viennent de dégainer leur 12e 49.3. Première chose, le premier texte dont je voulais vous parler, c'est le projet de loi qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée, qui s'appelle « Projet de loi pour le plein emploi ». Dans le titre, ça a l'air d'être formidable. On se dit tout le monde va trouver du travail. Je rappelle qu'en plus, dans la Constitution, l'emploi est un droit. Et normalement, chacun doit pouvoir se voir proposer un emploi. En réalité, ce projet de loi fait bien autre chose que cela. Et c'est un projet de loi qui, compte tenu de son contenu, justifierait un mouvement social au moins aussi fort que celui que nous avons connu au moment de la réforme des retraites, qui a consisté à obliger tous les Français à travailler 2 ans de plus sans leur demander leur avis et sans même solliciter le vote des parlementaires. Le texte du gouvernement pour le plein emploi est d'une brutalité sociale absolument inédite. C'est sans doute la pire des choses qu'ait faite Emmanuel Macron depuis qu'il règne en France. D'abord, quelques éléments de contexte. La situation de l'emploi en France. On entend beaucoup dans le commentaire médiatique que cette situation de l'emploi en France, elle s'améliore. Et pour le dire, les commentateurs utilisent les fameux chiffres, les statistiques du chômage que le gouvernement présente régulièrement. Sauf qu'il y a plein de moyens de faire baisser les chiffres du chômage. Par exemple, si vous radiez des personnes de Pôle emploi, eh bien, techniquement, les chiffres du chômage baissent. De la même manière, si vous êtes en situation de demande d'emploi et que vous acceptez un contrat extrêmement précaire, mettons vous participez une journée à un inventaire dans un magasin, eh bien pour le trimestre en cours, vous sortez les statistiques du chômage, ce qui permet au gouvernement de dire que le chômage baisse. Mais vous, en réalité, vous avez bossé qu'un seul jour et il n'est pas certain que ça ait beaucoup amélioré votre sort. La situation de l'emploi en France aujourd'hui reste une situation catastrophique, avec un chômage de masse, quoi qu'en dise le gouvernement. 6 millions de chômeurs. C'est un emploi non pourvu pour 18 chômeurs disponibles en moyenne. Ça veut dire que le problème, c'est pas que les demandeurs d'emploi restent à la maison et ne voudraient pas chercher un emploi. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde, et quand il y en a, ce sont des emplois de mauvaise qualité, des emplois extrêmement précaires, et puis surtout, il y a pléthore de tâches que nous devrions réaliser qui ne sont pas prises en charge par le marché parce qu'elles ne sont pas rentables dans le modèle capitaliste, alors que pour autant nous aurions besoin qu'elles soient réalisées. On pense par exemple à tout ce qui concerne l'aide à la personne qui doit se développer, les métiers du soin, mais on pourrait aussi évoquer toutes les tâches qui ne sont aujourd'hui pas prises en charge pour la planification écologique. On en reparlera tout à l'heure de planification écologique. Donc, en réalité, il y aurait des solutions pour faire en sorte que l'emploi soit véritablement un droit. Et normalement, la puissance publique doit agir en ce sens. Elle doit créer les conditions de faire en sorte que toute personne puisse se voir proposer un emploi correspondant à ses qualifications. Et on est loin de cette situation, vous le comprenez. Le projet de loi du gouvernement, qui s'intitule « Pour le plein emploi », en revanche, comme bien souvent avec Emmanuel Macron, le titre n'a rien à voir avec le contenu. En quoi va-t-il consister ? Il consiste à faire en sorte que tout le monde, toutes celles et ceux qui sont hors l'emploi, soient considérés comme demandeurs d'emploi. Normalement, le fait d'être demandeur d'emploi, c'est une démarche volontaire. Et bien là, d'office, on va inscrire tout le monde dans le panier des demandeurs d'emploi. D'ailleurs, ce ne sera plus Pôle emploi qui les gérera, ça s'appellera France Travail, c'est une véritable usine à gaz. Ça englobe tout le monde, même par exemple des missions locales qui accompagnent des jeunes qui sont en formation, en réorientation, et qui ne sont pas nécessairement en demande d'emploi. Le gouvernement s'en fout. Là, il dit, tous ceux qui sont hors l'emploi, hop, on les classe d'office, on les inscrit d'office. Ça ne sera plus une démarche volontaire. Vous serez inscrit d'office comme demandeur d'emploi. Y compris, et vous allez voir que c'est sans doute le plus grave, y compris les allocataires du minima social qui est le RSA. Le RSA, le revenu de solidarité active, c'est le dernier filet de sécurité. C'est 600 € par mois pour une personne seule. Avec 600 € par mois, on a beaucoup parlé ces derniers temps, on en parlera encore de la hausse des prix. Il est clair qu'avec 600 € par mois aujourd'hui, on ne vit pas, on survit à peine. Eh bien, pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron, 600 € par mois, c'est déjà trop. Et il n'accepte pas l'idée que ça soit sans contrepartie. La Constitution française a beau prévoir que si vous êtes en situation de ne pas pouvoir travailler, par la situation économique, par
votre propre situation personnelle, la société doit permettre à chacune, à chacun de subvenir au minimum à ses besoins vitaux. De quoi s'agit-il? Je vous ai expliqué, tout le monde va se retrouver inscrit d'office, demandeur d'emploi. Et on va demander à chacune, chacun des demandeurs d'emploi, un nouveau statut donc, de signer ce qu'on appelle un contrat d'engagement. En quelque sorte, quasiment comme on vous ferait signer un contrat de travail. Vous allez signer un contrat d'engagement. Et ce contrat prévoit 15 à 20 heures d'activité obligatoire par semaine. Ça veut dire que si vous êtes allocataire du minima social qu'est le RSA, même si vous n'êtes pas en situation de demande d'emploi, même les personnes en situation de handicap vont se voir contraindre à réaliser 15 à 20 heures d'activité. Et on nous a dit que là-dedans, il y aurait des stages, il y aurait des mises en situation professionnelle, c'est-à-dire, allons droit au but, du travail gratuit. 15 à 20 heures. Et encore, la loi, telle qu'elle est actuellement rédigée, prévoit 15 heures minimum. Mais bien évidemment, ne dit pas combien sera le maximum. Alors le gouvernement parle de 15 à 20 heures, mais ça n'est pas écrit dans la loi. Dans la loi, c'est écrit minimum 15 heures. Minimum 15 heures dans un texte de loi, ça veut dire que légalement, on pourra vous faire 35 heures de travail gratuit. Légalement, aujourd'hui, tel qu'est rédigé le texte, rien ne s'y oppose. C'est absolument abject, puisque ça veut dire que demain, quelqu'un qui serait allocataire du RSA, 600 euros par mois, qui est inscrit d'office comme demandeur d'emploi, qui signe le fameux contrat d'engagement, s'il loupe une heure des 15 à 20 heures, sinon plus, d'activités qui lui seront imposées, il pourra y avoir des sanctions, et parmi ces sanctions, la suspension du RSA. Ça veut dire que Macron assume de dire, vous n'avez que 600 euros par mois pour vivre, évidemment vous ne vous en sortez pas, eh bien on s'en moque. S'il faut vous sanctionner, eh bien on fera en sorte que vous n'ayez plus rien. Le frigo sera vide. Voilà la brutalité sociale à laquelle Emmanuel Macron procède encore après avoir forcé tous les Français à travailler 2 années de plus contre leur volonté et sans vote des parlementaires. Mais ça n'est pas tout. Il n'y a pas que les allocataires du RSA qui vont être visés. Les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont aujourd'hui bénéficiaires de l'assurance chômage, donc qui ont cotisé pour une assurance. Quand vous êtes au chômage, un accident de la vie fait que vous êtes au chômage, quelle qu'en soit la raison, ce que vous touchez, ça n'est pas la charité. Ce que vous touchez, ça n'est pas l'État qui le finance pour vous. C'est vous qui avez cotisé à une assurance, comme il y en a d'autres, hein. Vous êtes assuré pour votre voiture, pour votre maison. Le chômage, c'est pareil. Vous cotisez à une assurance, et quand vous êtes en situation de devoir être indemnisé, eh bien vous l'êtes. Eh bien là, c'est pareil. Celles et ceux qui bénéficient des indemnisations chômage vont se voir contraindre à 15 à 20 heures ou plus d'activité obligatoire par semaine. Voilà ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, avec finalement assez peu d'intérêt médiatique et pour le moment peu de réactions, et qui justifierait de grandes mobilisations. En tout cas, nous sommes pleinement mobilisés à l'Assemblée nationale contre ce texte. C'est Adrien Clouet qui est notre chef de file contre ce texte. Et évidemment, nous allons continuer pendant les jours et les semaines qui arrivent à se battre contre cette absurdité et contre, surtout, cette brutalité sans nom à laquelle procède une nouvelle fois Emmanuel Macron, qui visiblement n'a pas l'air d'être inquiété par le fait que dans ce pays, il y a déjà 11 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il veut en fabriquer de nouveaux, des personnes pauvres, de nouvelles personnes pauvres. Il y a 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, mais on va assumer de couper le minima, le strict minimum aux bénéficiaires, aux allocataires du RSA. Voilà ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Alors bien sûr, si le projet de loi avait véritablement pour ambition d'atteindre le plein emploi, eh bien c'est une toute autre logique qu'il faudrait mettre en œuvre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un emploi non pourvu pour 18 chômeurs environ. Par conséquent, le problème est bien du côté de la création d'activités et d'emplois pérennes, pas du côté du fait de dire eh ben, contre le chômage, on va taper les chômeurs, et puis contre la pauvreté, on va effacer les pauvres de la carte. Si nous voulons atteindre le plein emploi, il faut partager le temps de travail. Et oui, travailler moins pour travailler mieux et travailler toutes et tous. Et ce grand mouvement de diminution du temps de travail, c'est un mouvement qui a existé pendant des décennies et qui s'est interrompu depuis un certain temps. En effet, depuis quand le travail n'a plus baissé, le temps de travail n'a plus baissé?
Depuis quand les Français n'ont pas gagné une semaine de congés payés supplémentaires, alors que depuis 36, eh bien, il y a eu successivement plus de semaines de congés payés. Pourtant, la productivité des travailleuses et des travailleurs, elle, a augmenté. Donc, il faudrait pouvoir partager le temps de travail pour pouvoir créer des emplois. De la même manière, puisque l'emploi est en droit, nous proposons à la France Insoumise d'instaurer une garantie d'emploi qui ferait que tout demandeur d'emploi qui ne trouve pas d'emploi peut, en dernier ressort, obtenir un emploi par l'État pour réaliser notamment les tâches non lucratives que le marché, qu'Emmanuel Macron adore, eh bien, ne prend pas en charge. Voilà des solutions pour le plein emploi, tout comme la planification écologique, la vraie, pas les mots d'Emmanuel Macron qui confond planification écologique et gestion prévisionnelle des entreprises, la vraie qui permettrait d'être un volant d'entraînement pour toute l'économie pour faire face aux grands défis du changement climatique et de l'adaptation à ses conséquences d'ores et déjà irréversibles. Bon, peut-être que vous l'avez vu, mais ce qui s'est produit à l'Assemblée nationale aussi dès la première semaine de reprise de l'activité, à peine avait commencé la discussion sur le budget de l'État, qui est la discussion fondamentale au Parlement, qui se fait tous les ans, eh bien, qu'Elisabeth Borne est venue, souriante Elisabeth Borne, dégainer son 12e 49.3. Alors peut-être que Macron et Borne espèrent obtenir le record du nombre de 49.3 en un mandat, ils s'en rapprochent, peut-être qu'ils veulent être dans le Guinness record, mais imaginez ce que cela veut dire. Ça veut dire que définitivement, ce gouvernement, ce pouvoir, gouverne contre le peuple et contre ses représentants élus démocratiquement dans le cadre des élections législatives. Puisqu'une nouvelle fois, et cette fois-ci sur la question du budget, eh bien, les parlementaires sont privés de débat et Elisabeth Borne engage la responsabilité du gouvernement. La réaction logique des parlementaires, l'instrument dont ils disposent pour faire face à cette dérive toujours plus autoritaire de la monarchie présidentielle, c'est évidemment la motion de censure que, avec nos partenaires de la NUPES, nous avons présentée. Elle sera examinée vendredi soir et cette motion de censure, si elle obtient la majorité des votes au sein de l'Assemblée, permet de faire tomber le gouvernement. Et honnêtement, vu ce qu'ils sont en train de faire, c'est la moindre des sanctions. Alors, sur le fond de la discussion budgétaire, il faut regarder de près ce qui est en train de se produire aussi, parce que là aussi, tout comme sur la question de France Travail et du RSA, on est en train de franchir des seuils absolument ahurissants. Le budget d'État qui est prévu, c'est un budget qui est extrêmement austéritaire. Alors, on a l'habitude d'entendre des responsables politiques de gauche dire que c'est l'austérité. Mais là, véritablement, chiffres à l'appui, le budget qui se prépare est une véritable cure d'austérité, alors que nos services publics craquent déjà de tous côtés. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à prendre connaissance de l'excellent rapport du collectif citoyen Nos services publics, qui montre combien, à mesure que les années passent, les besoins en services publics de la population sont toujours croissants, et à quel point les moyens alloués à ces services publics ne suivent pas la croissance de ces besoins. Là, on parle, pour le budget 2024, d'une baisse de 4,2 milliards des dépenses. En valeur, c'est la première fois que le budget net de l'État baisse. C'est donc historique. Le but de tout cela, Elisabeth Borne l'a dit, en dégainant le 49.3, quel est le but d'une telle cure d'austérité ? N'a-t-on pas des besoins absolument énormes dans la santé, dans l'éducation, dans la police ? Bien évidemment, nous avons des besoins énormes. Mais le but affiché, c'est simplement de respecter les injonctions absurdes de l'Union européenne qui prévoit, vous le savez, les 3% de déficit maximum. Alors la France, dans le budget de l'Union, elle est contributrice nette. Nous donnons plus d'argent à l'Union européenne que nous en recevons. C'est 8 milliards de contributions nettes de la part de la France. 8 milliards dont nous aurions rudement besoin en cette rentrée très difficile et face à la hausse des prix. Mais l'Union européenne nous fait des injonctions à dépenser toujours moins. Et dépenser moins, quand on est un ménage, parfois ça peut sembler tomber sous le sens, mais quand on est un État, c'est différent. Dépenser moins, ça veut dire en effet couper dans des services publics, ça veut dire fermer des lits à l'hôpital, ça veut dire faire baisser le nombre d'enseignants, comme le prévoit le gouvernement dans son budget, où il prévoit moins 2500 postes d'enseignants, alors qu'il manque déjà au moins un enseignant dans la moitié des collèges de France, et alors qu'Emmanuel Macron avait promis que pour cette rentrée, il y aurait un professeur dans chaque classe. C'est un budget qui prévoit aussi la fin du bouclier tarifaire.
notamment sur la question de l'énergie. Vous savez que pour l'instant, il y avait le bouclier tarifaire qui permettait de limiter la hausse des prix absolument délirante que provoque le marché de l'énergie. Mais là, Emmanuel Macron a dit « c'est fini, débrouillez-vous ». Et donc, c'est la fin du bouclier tarifaire. La fin du bouclier tarifaire a pour conséquence, rien que sur les tarifs de l'énergie, une augmentation du prix de l'électricité de 31% en 18 mois. Bon courage, bon courage. Bon courage, surtout si vous êtes allocataire des minima sociaux et que vous ne respectez pas votre futur contrat d'engagement et vos 15 à 20 heures de travail gratuit qu'Emmanuel Macron a prévu avec le texte sur le plein emploi. Bref, c'est absolument irresponsable, dangereux, et il y a par-ci par-là dans le budget de l'affichage, par exemple sur la question de l'écologie. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a enfin repris le terme de planification écologique que Jean-Luc Mélenchon, avec d'autres, notamment Martine Billard, s'évertue à inscrire dans le débat depuis maintenant plus de 15 ans. 15 ans qu'on parle de planification écologique. 15 ans que Jean-Luc Mélenchon et quelques autres disent, eh bien oui, l'activité humaine est en train de mettre à mal les capacités de sa pérennité, et donc il faut changer de modèle. Et changer de modèle, ça veut dire organiser, planifier, faire bifurquer le mode de production, de distribution, de consommation, notamment sur la question de l'énergie. Emmanuel Macron reprend le mot de planification écologique, mais il ne fait rien de tout ça en réalité. Il dit 7 milliards, il met 7 milliards sur la table. Mettre des milliards sur la table, c'est toujours pour essayer de rendre les choses impressionnantes, mais quand vous regardez dans le détail ce qui est prévu, eh bien on est très loin du compte et très très loin du niveau d'alerte que placent notamment les experts du GIEC qui disent qu'on est très très à la traîne face au changement climatique. Après, dans ce budget, il y a une chose qui pour le coup ne bouge pas, c'est le fait que l'État catapulte des milliards d'argent public sans contrepartie aux entreprises. C'est la principale dépense de ce budget. 205 milliards d'aides publiques aux entreprises. Spécialement les grosses, puisque généralement pour 80% de ce montant, ce sont les gros groupes qui se les accaparent. Alors là, je demande aussi un instant de réflexion. Vous savez, quand dans le discours public, ou parfois même simplement à la terrasse d'un café, vous entendez des gens qui disent « oui, alors on parle beaucoup des grandes entreprises, des grands groupes, on parle des super profiteurs, mais on ne dit pas qu'ils créent de l'emploi, ils créent de l'activité, et on serait bien à la peine sans eux, n'est-ce pas ?» Eh bien, en réalité, non seulement souvent ces grands groupes sont responsables de la hausse des prix, puisque ce sont les super profits, vous le savez désormais, qui expliquent cette inflation, qui met en difficulté quasiment tout le monde, mais surtout, ces grands groupes sont absolument dopés, gavés par les aides publiques. Sans les aides publiques de l'État, ces grands groupes, que feraient-ils? Là, c'est 205 milliards. Vous imaginez ce que ça fait, 205 milliards? Sans aucune contrepartie. Alors vous touchez les minima sociaux, vous avez 600 € pour survivre, il faut mettre un maximum de contrepartie. Vous allez aller bosser minimum 15 heures gratuitement. Mais par contre, on déverse des milliards d'euros à des grands groupes, et qu'est-ce qu'on exige d'eux? Rien. Et quand les prix augmentent du seul fait de la spéculation et qu'on voit les dividendes qui sont encore l'année dernière des records absolus, que fait le gouvernement? Rien. Il demande des efforts, il demande des opérations commerciales. Est-ce qu'un gouvernement qui attend des industriels qui se gobergent des opérations commerciales est encore un gouvernement? Non. Il y a des choses à faire pour faire en sorte que l'inflation cesse, pour faire en sorte que la hausse des prix cesse. Et ce gouvernement ne fait absolument rien. Vous avez vu que dimanche dernier, Emmanuel Macron a parlé. Et toute la journée, les médias nous annonçaient une grande annonce sur le pouvoir d'achat. On allait voir ce qu'on allait voir. C'était après le camouflet de Madame Borne, la première ministre, qui la semaine précédente avait proposé la vente à perte. Et vous aviez eu immédiatement Monsieur Pouyanné de Total ou Monsieur Bompard, pas mon camarade Manuel Bompard, mais Bompard, le PDG de Carrefour, qui avait pris soin de fermer immédiatement la porte à la proposition de la première ministre. Tant et si bien que quelques jours plus tard seulement, Emmanuel Macron a mis à la poubelle cette proposition, et lui il propose non pas la vente à perte, mais la vente à prix coûtant, c'est-à-dire peut-être 1 centime de gagné. Ça va changer le cours des choses. 100 € pour un plein, on est autour de ça, 90 € pour un plein d'essence aujourd'hui, et là, à prix coûtant, ce serait à peine 1-2 centimes de gagné. Par contre, Emmanuel Macron refuse de faire ce qu'il faudrait faire, le blocage des prix et tout le reste.
Pourtant, on l'attendait. Parce que toute la journée, ils ont vraiment mis le paquet. Vous allez voir, Emmanuel Macron, là, il a compris que ça marchait pas. Il va reprendre les choses en main et vous allez ce soir avoir une grande annonce sur le pouvoir d'achat. Il y avait honnêtement de quoi avoir envie d'allumer sa télé. Quand on sait qu'un nombre croissant de Françaises, de Français en sont réduits au point maintenant de devoir sauter des repas pour pouvoir boucler leur fin de mois, quand on voit les files d'attente des étudiants devant les banques alimentaires, quand on nous dit Emmanuel Macron va prendre une grande mesure sur le pouvoir d'achat, allumez votre télé ce soir à 20h, et qu'on voit ces files d'attente des étudiants devant les banques alimentaires, on se dit super, peut-être qu'Emmanuel Macron a enfin compris, peut-être qu'il va proposer une allocation d'autonomie pour la jeunesse, pour que les jeunes puissent se consacrer à leurs études et non pas à devoir travailler dans des conditions lamentables et faire la queue aux banques alimentaires. On se dit très bien, Emmanuel Macron va bloquer les prix. Il va mettre au pied du mur les industriels, cesser avec sa sébile de leur demander des opérations commerciales et leur dire maintenant les super marges, les super profits qui expliquent l'inflation, ça suffit. On se dit peut-être qu'Emmanuel Macron va s'inspirer de certains de nos voisins européens, comme par exemple nos amis belges, et faire l'indexation des salaires sur l'inflation. Plus les prix montent, les salaires montent en proportion. Parce que si vous ne le faites pas, que se passe-t-il? Eh bien, le salaire réel baisse en réalité. Les salaires ne suivant pas l'inflation, les minima sociaux ne suivant pas l'inflation, c'est chaque jour des montants de revenus en moins. Et donc, à la fin, c'est le capital, ce sont les industriels, ce sont les grands groupes qui récupèrent cet argent. Cet argent que vous avez obtenu de votre salaire, vous leur reversez immédiatement et ça va dans les super profits. Voilà la cause de l'inflation. Alors, on a écouté Emmanuel Macron sur toutes les chaînes, dimanche soir, et on a attendu beaucoup, et on n'a rien entendu. Et je pense, si vous re-regardez l'interview du chef de l'État, que même les deux intervieweurs qui étaient en plateau n'en ont pas cru leurs oreilles. Parce que eux ont participé toute la journée en disant « Oh, ce soir, on y va pour avoir une grande annonce sur le pouvoir d'achat. » Emmanuel Macron leur dit « Ce sera prix coûtant. » Ils disent « Ouais, ok, c'est pas énorme. Hein. » Emmanuel Macron leur dit « On va faire un chèque de 100 € par an pour ceux qui travaillent, pour qu'ils puissent continuer à payer leur essence. 100 € par an. » Est-ce que vous avez idée, monsieur Macron, de ce que dépense un salarié qui doit prendre sa bagnole tous les jours, la fameuse bagnole dont vous avez dit que vous l'adoriez? Un salarié qui tous les jours va prendre sa voiture pour aller travailler, est-ce que vous avez idée de combien il dépense par mois pour le plein d'essence? Vous lui proposez 100 € par an, et puis tous ceux qui ne sont pas dans l'emploi, mais à qui vous demandez plein de contreparties. Ceux qui vont devoir prendre leur voiture peut-être pour se rendre à un entretien d'embauche, à une formation. Ceux-là, niet, ils auront absolument rien. Il faut travailler déjà pour avoir droit à une aide. Absolument aucune annonce. Alors à un moment donné, même Laurent Delahousse s'y est pris à plusieurs reprises. Mais quand même, monsieur Macron, le blocage des prix que demandent certains de vos opposants, pourquoi ne pas le faire? La réponse d'Emmanuel Macron, c'était « Ah non, on ne peut pas bloquer les prix, l'économie n'est plus administrée désormais. » Bruno Le Maire, cette semaine à l'Assemblée nationale, a même dit bloquer les prix, ce serait l'Union soviétique. Chacun appréciera la puissance des arguments qu'il nous donne. Les prix ne sont plus administrés en France? Vraiment, Monsieur le Président? Si. Les prix sont encore administrés en France, au moins dans 9 territoires d'outre-mer sur 11, où précisément les prix sont bloqués. Je pense à la Réunion, où, par un article qui le permet du Code du commerce, 153 prix sont, eh bien, justement, administrés, bloqués. Et les industriels doivent faire avec. Eh bien, on aurait pu faire pareil sur l'essence. On aurait pu dire, ben voilà, le prix maximum, ce sera, mettons, 1,40 €, comme on l'avait proposé à un certain temps. Et alors, qu'est-ce que vous croyez que les pétroliers vont répondre? Et si nous l'avions fait à l'échelle de l'Union européenne tout entière, comme l'avait proposé Jean-Luc Mélenchon? Vous croyez-vous que les pétroliers vont se passer d'un marché comme l'Union européenne? Ou même comme la France? Évidemment non. Donc c'est toujours la même chose. La politique menée par Emmanuel Macron profite à ceux qui ont déjà le plus, à ceux qui se gavent, et c'est ceux qui se gavent qui expliquent la grande difficulté dans laquelle se trouvent tous les autres. Donc, pas de blocage des prix. Indexation des salaires sur l'inflation, Laurent Delahousse lui a posé aussi la question. Pourquoi n'indexez-vous pas les salaires sur l'inflation? Il dit non, faut pas faire ça parce que si on indexe les salaires sur l'inflation, vous allez alimenter une boucle inflationniste, salaire-prix. Mais Emmanuel Macron a l'air d'ignorer qu'aujourd'hui l'inflation, ça n'est pas à cause des salaires, c'est à cause des super profits. C'est eux qu'il faut juguler. Ce sont les industriels qu'il faut mettre au pied du mur. Et non pas que l'État prenne en charge les profits des industriels, comme le propose par exemple Madame Le Pen, qui
pour toute grande invention contre l'inflation, propose la baisse de la TVA. Alors, sur le papier, c'est intéressant. En effet, si on baisse la TVA, notamment sur l'essence, vous allez gagner à la pompe. Mais par contre, la baisse de la TVA, ça veut donc dire des recettes en moins pour l'État. Emmanuel Macron, là, dans son budget, il veut déjà sucrer 16 milliards de budget. Si vous rajoutez à ça la baisse de la TVA proposée par Madame Le Pen, que Madame Le Pen nous dise dans quoi elle va couper, qu'elle nous explique combien de lits elle va fermer, combien de postes de fonctionnaires supplémentaires elle va supprimer. Madame Le Pen propose en quelque sorte que l'État, donc vous et moi, les contribuables, prennent en charge les profits des pétroliers. Évidemment, Madame Le Pen n'a aucunement l'intention d'affronter, elle non plus, les super profits. S'il fallait vous en convaincre, regardez de plus près ce que les députés du Rassemblement national font à l'Assemblée. Définitivement, face à Macron, le RN, c'est une arnaque sociale, là aussi. Donc, ce budget n'est pas acceptable, mais M. Macron a dégainé un nouveau 49.3. Alors, il y a une chose qu'ils ont l'intention de faire dans ce budget, j'en terminerai par là, parce que la discussion budgétaire, elle fait que commencer, elle va être très longue à l'Assemblée. Mais parmi les choses qu'ils prévoient de faire aussi, et auxquelles il faut que vous vous prépariez, c'est l'augmentation de la franchise sur les médicaments. Vous allez payer plus cher vos médicaments. Alors, M. Macron dit on n'augmente pas les impôts, il dit jamais pour qui il faut les augmenter ou pour qui il faut les baisser. Par contre, vous allez tous payer un impôt supplémentaire en payant plus cher vos médicaments en pharmacie. De la même manière, il prévoit, pour récupérer ces quelques milliards, de réduire l'indemnisation des arrêts maladie. Voilà les solutions qui sont en train d'être proposées à l'Assemblée nationale. Donc pour les uns, toujours plus, et puis pour les autres, démerdez-vous. Voilà ni plus ni moins que ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont aussi s'attaquer à la fraude fiscale et sociale. Alors on se demande bien pourquoi, dans leur budget, ils lient les deux. Ils disent fraude fiscale et sociale, comme si les deux avaient un rapport. Mais les deux n'ont aucun rapport. Et puis d'ailleurs, les deux sont absolument sans commune mesure. Puisque si on parle de la fraude sociale, vous savez, la fameuse fraude à la CAF, c'est aujourd'hui chiffré entre 1 et 3 milliards d'euros, la fraude à la CAF. Est-ce que vous savez à combien est chiffrée l'évasion fiscale en termes de manque à gagner pour l'État? 100 milliards d'euros. Donc, c'est d'un côté le petit grain de sel, à côté de l'immensité de la montagne. Oui, il y a une question de répartition des richesses et de fiscalité sur laquelle il faudrait pouvoir travailler, mettre le paquet contre la fraude et l'évasion fiscale, parce que ce sont des moyens qu'on pourrait récupérer plutôt que de toujours couper dans nos services publics qui sont déjà à l'os et dont les gens ont besoin. Voilà un peu les termes de la discussion budgétaire qui commence à l'Assemblée nationale, mais dont vous comprenez que à peine a-t-elle commencé que déjà il commence à pleuvoir des 49.3. Bon, vous voyez, les nouvelles sont pas fameuses, j'en suis désolé, mais cette semaine, il y a au moins une excellente nouvelle, c'est la sortie du nouveau livre de Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle « Faites mieux vers la révolution citoyenne ». Alors, on va sûrement me dire de moi une nouvelle fois que je faillote, mais je vais vous dire franchement, je m'en fous. Parce que je l'ai lu ce bouquin, et que je peux vous dire une chose, c'est qu'il apporte une grande bouffée d'air frais au débat public, qui est souvent ras des pâquerettes, ennuyant, avec des gens qui essaient de se distinguer, avec des queues de cerises, des polémiques politiciennes dont les médias raffolent. Là, franchement, vous avez 350 pages d'une belle hauteur de vue qui analyse l'effondrement de la civilisation humaine sous l'effet du capitalisme, avec y compris une analyse étayée par les expériences accumulées dans 20 pays du processus dit de révolution citoyenne. Franchement, c'est peu dire. Lisez-le, vous verrez. Je crois que ça prouve une nouvelle fois que Jean-Luc Mélenchon est quand même bien au-dessus de la mêlée en termes de capacité de production intellectuelle et de réflexion sur l'état du monde, très loin du bac à sable à quoi ressemble souvent le débat public et la controverse politique. Voilà, donc très franchement, c'est réjouissant d'avoir ce bouquin cette semaine dans les librairies. En idée? Bon, ça vous a plu? Mettez un pouce bleu et abonnez-vous.